Il est quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Bonsoir Geoffroy Lejeune. Nous avons écouté religieusement tous les trois Sébastien Lecornu qui a pris la parole ce vendredi en fin de journée depuis l'hôtel de Matignon. C'était il y a quelques instants pour présenter ses propositions en vue d'un compromis sur le budget. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais Philippe de Villiers, il avait annoncé en octobre dernier. Tout ce qui est en train de se passer, vous l'aviez déjà annoncé. Alors comme c'est arrivé tardivement, on n'a pas pu sortir la VAR comme au football, mais vous aviez vu cet objectif de Sébastien Lecornu qui, un coup ira à gauche, un coup ira à droite. Je vous propose d'écouter Sébastien Lecornu qui est revenu notamment sur les agitateurs, ceux qui ont déposé des motions de censure parce que ce gouvernement aurait dû, certains diraient, tomber sur l'autel du Mercosur cette semaine. Cette semaine encore, en plein milieu des discussions budgétaires, 2 motions de censure ont été déposées par le RN et la France Insoumise sur le traité entre l'Union européenne et le Mercosur. Motions complètement déconnectées de la réalité, alors même que la France vote contre ce traité, alors même que la situation internationale exige de la visibilité, de la stabilité et du sérieux, alors même que le pays a besoin d'un budget. Geoffroy Lejeune. 2 questions Philippe. Tout ça pour ça, et est-ce qu'il vous a convaincu ? C'est pathétique en fait. C'est pathétique parce que c'est bien fait. C'est l'instituteur dans la cour d'école qui distribue les sucreries et qui dit voilà, les PS vous mettez à gauche, les LR vous mettez à droite, les PS vous aurez des sucettes et les LR vous aurez des pains au chocolat. Et il distribue les pains au chocolat et les sucettes. Le public qui regarde ça se dit quand même, quel budget. Il y a moins de dépenses, il y a moins d'impôts. Voilà. On ne parle plus de la dette, on ne parle plus de l'immigration, on ne parle plus de l'insécurité. On a l'impression que la France va bien. En plus, il s'en prend à ces garnements qui, dans la semaine, ont tenté de mettre le chahut dans toute l'école avec une motion de censure sur le Mercosur. Alors que tout va bien, l'agriculture se porte pas si mal que ça, tout va bien. Et donc, en fait, c'est ce que j'avais dit lorsqu'il avait pris ses fonctions. L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, les chevaux roses, les chevaux blancs, et donc là, on se dit, mais pourquoi il est intervenu ? Alors en fait, il est intervenu, à mon avis, pour préparer le 49-3. C'est-à-dire, en fait, pour se dédire. Il est intervenu pour que les Français oublient qu'il avait promis de ne pas recourir au 49-3. Et c'est bien fait. C'est un exercice de camouflage. C'est la leçon de base pour tout prestidigitateur. Faire oublier d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Et donc, voilà, il y aura un 49-3, tout est arrangé avec le PS et le LR. Vous voyez ? Et en fait, les PS et les LR sont les 2 stabilisateurs automatiques, comme on dit en économie, du bloc central. Et en fait, ça s'appelle un trimaran dans le milieu de la voile. Un trimaran, et avec 2 flotteurs, un flotteur gauche, un flotteur droit. Ouais, c'est exactement le contraire de la Ve République. Ce que voulait le général de Gaulle, pour sortir de la 4e et de la 3e, c'était éviter les compromissions. C'est-à-dire les petits arrangements sur leur petite soupe, disait-il, avec leur petit réchaud, dans leur petite cuisine. La phrase de Gaulle. Et là, on a les petits réchauds, la petite cuisine, et on a le chef cuistot, qui vient nous dire... Vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a une question en vous écoutant qui me vient naturellement à l'esprit et que probablement des millions de Français se posent. Pourquoi les partis dits de gouvernement ont si peur de retourner face aux Français ? Oui, c'est une bonne question. Oui. Alors, ils ont peur, dans l'ordre, de la motion de censure, parce qu'ils ont peur de la dissolution
parce qu'ils ont peur des urnes, parce qu'ils ont peur des électeurs, parce qu'ils ont peur de leurs électeurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, de compromis en compromis, de compromission en compromission, comme ils n'ont plus de ligne, les électeurs les renverront chez eux. En fait, on est dans une situation binaire, où il y a d'un côté le camp national, ceux qui veulent défendre la France ou ce qu'il en reste, et de l'autre côté, le camp de l'anti-France. Pas besoin de l'identifier. Et au milieu, il y a tout un marais, comme il y a eu pendant la 3e et la 4e République, avec des gouvernements qui se font, qui se défont, des majorités qui se font, qui se défont, et pas de ligne. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de priorité. Or, là, la France, elle est au bord de l'abîme. Son pronostic vital est engagé puisqu'on est en train de changer de peuplement. Son pronostic vital est engagé puisqu'on a 3 milliards. 3 000 milliards. 3 000 milliards, 400 millions maintenant, de dettes. Son pronostic vital est engagé puisqu'on ne peut plus sortir dans la rue. Il y a une insécurité grandissante et que les policiers sont démoralisés puisqu'ils sont pointés du doigt par un parti politique. Le pronostic vital est engagé puisque c'est surtout par là qu'il aurait fallu commencer. L'Europe est devenue une broyeuse. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer. Et que si on y reste, on va être broyé. Ce qu'il en reste, ce qui reste de nous, ce qui reste du corps social français. Et donc, en fait, là, c'est le moment de prendre de la hauteur, d'aller sur l'Aventin, de mettre la main en visière et de dire aux Français, on a des problèmes insurmontables à surmonter. Et donc, si on fait appel à l'unité des Français, c'est pas pour un consensus mou, c'est pas pour pratiquer le mentir vrai d'Aragon, c'est pour pratiquer la vérité, le discours de vérité. Justement, puisque cette émission, notre boussole, c'est de parler aux Français et parler du réel, je pense que vous avez tout dit sur ce discours du Premier ministre et qu'on attendra de voir dans les prochaines heures, les prochains jours, ce qui pourrait se passer. Et vous avez dit, d'ailleurs, cette émission, on n'aurait pas dû la commencer avec ça. On aurait dû la commencer par une autre information ô combien importante. L'Union européenne qui voudrait contrôler les exportations d'armement de la France. Le Parlement européen souhaiterait que la Commission puisse contrôler les exportations d'armement des pays de l'Union européenne vers d'autres États, une idée à laquelle s'étaient déjà opposées la France et l'Allemagne. Marine Le Pen a réagi. L'Union européenne, engagée dans une stratégie de guerre contre les souverainetés des États, ne s'arrêtera pas si nos dirigeants et nos parlements ne l'arrêtent pas. Que répondez-vous donc, Philippe de Villiers, sur ce sujet ? Il y a 2 événements hier. Il y a celui-là, mais il y en a un autre. On verra dans un instant. Oui. Parce qu'en fait, nous, là, et vous, les journalistes, et nous, les commentateurs et les éditorialistes, on regarde ce qui se passe en France, dans la petite cuvette. Mais il ne se passe rien ici. On ne fait que récupérer les eaux usées. Ce qui se passe, c'est à Bruxelles. C'est là que ça se passe. Et désolé pour Marine Le Pen, mais quand elle dit il n'est pas question d'eux, etc., mais il faut qu'elle sache que ses collaborateurs lui expliquent, on est sur un problème juridique. C'est-à-dire, j'explique, la France, d'abord, est la seule nation européenne à avoir une industrie de défense indépendante des États-Unis. Les autres, ils achètent des F-35, y compris le Groenland, le Danemark, aux Américains. Donc ils dépendent des Américains. Nous pas. Bon, c'est une chance. C'est ce qui nous reste, en fait. C'est notre dernière indépendance. Et voilà qu'elle va être, évidemment, détournée par Ursula von der Leyen, la Commission de Bruxelles, qui veut contrôler les exportations d'armement, qui font vivre l'industrie d'armement. C'est une directive qui va être modifiée, d'après ce que j'ai compris. Et cette directive, elle va être modifiée, ensuite soumise au Conseil, mais votée à la majorité qualifiée. Et c'est là, enfin, c'est bien qu'il y ait des gens qui réagissent, comme Marine Le Pen, Jordan Bardella. C'est les seuls, d'ailleurs, qui ont réagi. Les autres s'en foutent, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que
comme l'a dénoncé le général Pierre de Villiers il y a 2 jours sur cette antenne, il croit à l'armée européenne. Et Gérald de Villiers répond très justement, on ne va pas se faire trouver la peau pour la commission de Bruxelles. Voilà, la messe est dite sur l'armée européenne. Ils veulent faire une armée européenne, Van der Leyen veut faire une armée européenne, elle veut dépouiller l'industrie de défense française, et donc, en fait, c'est une directive qui va être modifiée et qui va être votée à la majorité qualifiée. Donc, en fait, la France sera bernique, comme pour le Mercosur. Majorité qualifiée. Quand vous n'avez plus le droit de veto, je dis ça pour LR, qui est le descendant direct de l'UMP, qui a fait voter le traité de Lisbonne, qui met fin au droit de veto. Quand vous n'avez plus le droit de veto, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Alors justement, face aux événements... Et là, on fera comme Macron, on pleurera, mais en uniforme, parce qu'il est magnifique. Et à la suite de la signature du Mercosur, Philippe de Villiers, et des convoitises américaines sur le Groenland, beaucoup de Français s'interrogent. L'Europe paraît moribonde. Mais du côté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tout va pour le mieux. Ce week-end, elle signera le Mercosur, mais visiblement, elle l'a annoncé très fièrement. Elle veut aller encore un peu plus loin. Écoutez. L'indépendance de l'Europe bénéficie beaucoup de notre réseau solide et en croissance d'accords commerciaux. Ils aident à diversifier et à réduire les risques. Et dans ce contexte, samedi au Paraguay, nous écrirons l'histoire. Nous signerons l'accord de partenariat UE-Mercosur après 25 ans de négociations. Cela créera la plus grande zone de libre-échange au monde. Mais notre ambition va plus loin. Nous travaillons dur pour conclure nos négociations sous votre présidence avec l'Inde, de préférence à la fin de ce mois. Ainsi qu'avec de nombreux partenaires comme l'Australie, les Émirats arabes unis et la Malaisie. Donc, tout est bien considéré et ce n'était qu'un bref aperçu du sujet de la compétitivité. J'attends avec impatience la réunion informelle des dirigeants le 12 février, car ce sera l'occasion de faire le point sur ce que nous avons déjà accompli, mais aussi d'accélérer la mise en œuvre de notre agenda de compétitivité. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous avez dit plusieurs fois que le mur de Maastricht était en train de tomber. Pensez-vous que nous avons sous les yeux la mort de l'Union européenne ? Oui. Beaucoup de gens nous regardent, beaucoup de Français nous regardent de plus en plus nombreux. Je pense en ce moment à ceux qui nous regardent dans leur ferme, avant ou après la traite, qui viennent voir ces images. Madame von der Leyen vient d'annoncer non seulement qu'elle allait partir au Paraguay pour signer le Mercosur, l'affaire est réglée, mais en plus avec une arrogance, une condescendance, un mépris de la France et de son président, un mépris des tracteurs qui sont venus crier devant l'Arc de Triomphe « Ne nous laissez pas mourir ». Elle explique que c'est que le début. Elle explique qu'on va signer avec l'Inde dans le mois qui vient, c'est très avancé. Qu'on va signer avec la Malaisie, qu'on va signer avec les Émirats arabes unis, avec l'Australie, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde le monde aujourd'hui, qui est passé au protectionnisme, après avoir vécu sous l'empire du libre-échangisme, l'Union européenne est le seul espace marchand. Ce n'est pas un État, c'est un super État profond, dirigé par des fonctionnaires, des commissaires non élus. Un super État profond, c'est un espace marchand qui ne se protège pas. C'est le seul espace au monde qui ne se protège pas. Alors combien de temps ça va durer ? Parce que c'est dans son ADN, c'est un vice constitutif, ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Mais alors allons plus loin. Et je réponds à votre question. Je pense que l'Union européenne est atteinte de 3 fièvres mortelles, que je résumerai ainsi. D'abord, elle est
née de l'OTAN, est née de l'OTAN, elle va mourir par l'OTAN au Groenland. Ensuite, elle est née de l'Europe agricole et elle va mourir par l'Europe agricole qu'elle a tuée de ses propres mains. Et enfin, elle est née fille de la paix et elle va mourir pour avoir fait la guerre ou tenté de faire la guerre en Ukraine, hors de ses frontières. En fait, pendant longtemps, ce que je disais, ce que nous disions, je n'étais pas le seul, ce que disaient les souverainistes. Et je pense en cet instant à ceux qui nous ont quittés, mais qui ont une parole lourde, forte, grave, historique. Ce que disaient les souverainistes n'était pas entendu parce que l'Europe était à l'état de promesse. Et quand vous êtes à l'état de promesse en politique, on n'écoute que la promesse. On ne goûte pas le fruit. On attend le fruit. On est tellement sûr que le fruit sera succulent. Et puis voilà que beaucoup de Français, de plus en plus nombreux, c'est pour ça qu'en fait on est devant la question centrale de la présidentielle qui s'approche. Ce que les politiciens ne veulent pas voir, c'est la panique. Voilà que les Français de plus en plus nombreux regardent l'Union européenne et se disent mais où est la promesse ? La promesse a été trahie. D'abord, la promesse de civilisation. Rien de moins. Il faut se souvenir de Robert Schuman, qui avait souhaité, avec d'autres, avec Gasperi, avec Adenauer, qui étaient des démocrates chrétiens, s'inspirer du vitrail de Strasbourg pour donner à l'Europe un sens, une mission d'unité, par la fidélité à ses origines mariales, avec un drapeau qui s'inspire du vitrail de Strasbourg, avec la Vierge auréolée de 12 étoiles d'or sur champ d'azur. C'était la fidélité aux racines chrétiennes de l'Europe. Or, aujourd'hui, l'Europe s'est détournée de ses origines, de ses racines. Le 10 décembre dernier, ça m'a beaucoup marqué. Je vous avais appelé pour vous en parler, Elliot. Finalement, on n'a pas pu traiter le sujet. J'étais bouleversé d'entendre Ursula von der Leyen déclarer, dans une conférence de presse, il faut que nous aménagions, écoutez-moi bien, des voies sûres, des voies nombreuses, pour faire venir de nouvelles populations dont nous avons besoin pour l'économie. En d'autres termes, l'immigration n'est pas pour l'Union européenne aujourd'hui un problème à résoudre, c'est un projet. Et quand vous pensez qu'en 30 ans, on va passer de 550 millions à 480 millions d'Européens, pendant que l'Afrique va passer de 1,2 milliard à 2,4 milliards, on voit bien que le problème migratoire, il est devant nous. Non seulement l'Europe est incapable de le résoudre, mais elle l'aggrave. Tout ça pour faire plaisir à ceux qui veulent exploiter une main-d'œuvre pas chère, qui fait la plonge dans les restaurants, ou qui vient servir de nounou avenue Foch. Mais ça va plus loin. Il faut relire ce que disait Bertrand Chamoulot, qui a dit les deux problèmes majeurs de l'avenir de l'Europe, c'est le narcotrafic, à cause des frontières qui n'existent plus, et les frères musulmans qui s'infiltrent partout, et qui s'appuient sur le nombre, qui s'appuient sur les soutiens de la Commission européenne, du Conseil, ce que montre très bien l'anthropologue remarquable Florence Bergeau-Blaclair. Des millions de subventions
de la commission du Conseil de l'Europe, avec les campagnes sur le voile, etc. Et puis il y a un état de droit qui, évidemment, brandit le délit islamophobie pour fixer au sol toute personne qui voudrait porter une critique sur l'islamisme ou même sur l'immigration. Donc la promesse de civilisation, c'est une inversion. Maintenant, on va nous déciviliser, nous reciviliser, mais c'est plus la même civilisation. On passe de la civilisation christiano-occidentale à la civilisation arabo-musulmane. C'est l'affaire de 30 ans. Deuxième promesse trahie, c'est la promesse de la paix. On a fait 3 erreurs. L'Union européenne a commis 3 erreurs. La première, c'est de vouloir à tout prix que l'Ukraine entre dans l'OTAN, ce qui n'était pas acceptable pour la Russie. On aurait mieux fait d'écouter Kissinger, qui disait qu'il faut que l'Ukraine soit un pays neutre, un médiateur, un pays médiateur entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. C'est ce que voulait aussi le général de Gaulle. Deuxième erreur, les accords de Minsk, dont Hollande et Merkel ont dit on les a sabotés. Ils l'ont expliqué. Alors que là, il y avait la paix au bout. Et troisième erreur, l'erreur fatale de Macron quand il a préparé la co-belligérance en voulant envoyer des soldats, après le cessez-le-feu, qui seront des cibles. Parce que quand vous êtes co-belligérant et que vous appartenez à une puissance nucléaire face à une puissance nucléaire, c'est une folie de se promener avec une boîte d'allumettes. La troisième promesse, c'était la promesse de prospérité. 27 juillet 2025, tous les Français auraient dû comprendre ce qui s'est passé. Je rappelle ce qui s'est passé. Un choc douanier, commercial, l'Europe étriée, Ursula von der Leyen qui sourit à Trump, alors qu'on aurait dû comprendre à ce moment-là qu'on n'était plus des partenaires, on n'était même plus des protégés, mais on était devenus des consommables. Ensuite, la déferlante chinoise, bientôt, quand vous roulerez à Vesoul ou à Vierzon, ou à Honfleur, comme dit l'autre, vous serez en voiture chinoise. Bon. Et alors, le libre-échange systématique, qui fait que, par exemple, vous savez, quand Macron disait il faut récupérer nos médicaments, il ne faut pas qu'ils soient fabriqués en Inde. Là, avec ce qui va se passer avec le nouveau contrat avec l'Inde, on apportera les médicaments de l'Inde, les médicaments génériques. De même que sur l'Inde, personne ne fait attention, la canne à sucre, ça va détruire nos départements d'outre-mer qui fabriquent de la canne à sucre, etc. Et donc le résultat de tout ça, en termes de prospérité, c'est la fin de notre agriculture, c'est la fin de notre industrie. Ah oui, mais il y a le tertiaire, parlons-en. On est en train de perdre, Elliott, je crois, la grande bataille de la silicium économie. C'est l'économie de l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde des puces, dans la géopolitique des puces, l'Europe ne pèse rien. Et quant aux semi-conducteurs, l'Europe est maintenant dépendante des États-Unis et de la Chine. Voilà pour la prospérité. Et enfin, il y avait la promesse de liberté. C'était la plus importante. La liberté. Plus de frontières, un espace sans frontières, la liberté dans le monde, la liberté tout court, la liberté personnelle, etc. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous préparer? Le crédit social à la chinoise. On est en train de vous transformer en citoyen QR code sous liberté conditionnelle. L'euro numérique, le portefeuille numérique, on sera scannés, tous scannés, géolocalisés, suivis à la trace, si c'est ça la liberté, et évidemment empêchés d'agir, empêchés d'être libres, empêchés de parler. C'est ça, cette Europe qui est devant nous. Alors, moi, je dis tout simplement la chose suivante. C'est que si on veut redevenir un grand pays, pour retrouver
pour retrouver le lien avec la promesse d'un grand pays, il faut récupérer notre pouvoir de faire la loi. Aujourd'hui, on n'a qu'un pouvoir de transposition des normes de Bruxelles. Et personne n'ose le dire. Tout le monde ment. Les députés s'agitent, ils font mine. C'est un simulacre. Deuxièmement, il faut récupérer notre pouvoir de rendre la justice. Aujourd'hui, ce sont les cours suprêmes qui rendent la justice et qui imposent leur jurisprudence. Troisièmement, il faut récupérer notre pouvoir de battre monnaie, parce qu'aujourd'hui, l'euro, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est l'oreiller qu'on met sur le réveil pour ne pas entendre l'alarme. 3 000 milliards de dettes. Et quatrièmement, le droit de déclarer la guerre ou de ne pas faire la guerre. Et c'est ce droit-là que Mme von der Leyen est en train de tenter de récupérer en ce moment. Voilà. Je vous ai dit un jour, et je vais vous répéter ce soir, une phrase qui est de mon cru et qui a fait rire beaucoup de politiciens au moment de Maastricht. Quand M. Barnier, on a regardé ensemble la vidéo, dit à un journaliste, Olivier Mazerolle, je crois, Mazerolle lui dit « Mais vous allez défendre les égoïsmes nationaux ?» Et l'autre répond « Non, j'ai fait serment, j'ai prêté le serment de défendre l'intérêt européen, jamais l'intérêt national. » Et il est encore dans la vie politique, ce monsieur. Il faut qu'il retourne au plongeoir à ski. Et parce que c'est la France qui l'a fait plonger. Et la phrase que je vais vous répéter, que je vous invite à méditer, c'est tout simple. Le pouvoir, c'est quand on l'a. Philippe de Villiers, parlons d'un projet qui a fait grand bruit, qui a été démenti. Nos confrères de l'opinion qui l'ont révélé. L'idée d'un haut commissariat à la diversité pour mobiliser les diasporas composées d'une 30aine de membres. Emmanuel Macron, face aux ambassadeurs, aurait dit on veut mobiliser nos diasporas encore davantage. Le partenariat africain est clé. Et ça a été l'objet de plusieurs questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Et vous allez voir et écouter cet échange entre M. Spinner, sénateur, et Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Vous auriez dû me passer un petit coup de fil avant cette séance. Nous aurions pu économiser cette question et passer un moment agréable ensemble à la buvette. Car le projet auquel vous faites référence, auquel votre question fait référence, n'existe pas. Ni dans l'esprit du président de la République, ni dans l'esprit du Premier ministre, ni dans le mien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est contraire à la conception que nous faisons de l'action publique, qui est républicaine et universaliste et qui se tient à l'écart de tout ce qui sépare. Monsieur le ministre, vous m'épargnez un rendez-vous avec à la buvette, mais vous savez, il vous appartient de démentir ce genre d'informations et de ne pas attendre d'être interpellé. Et de ne pas attendre d'être interpellé au Sénat. Cette information a couru. Elle était extraordinaire parce que si la diversité est un fait, elle ne peut pas devenir un projet politique. Or, parfois, certaines de vos attitudes gouvernementales laissent penser que vous avez vis-à-vis du communautarisme certaines faiblesses. Et donc, ça paraissait crédible. Geoffroy. Alors Philippe, premièrement, pourquoi avoir autant tardé à démentir ce projet ? Et deuxièmement, que pensez-vous de cette idée de haut commissariat aux diasporas ? Oui, alors d'abord, il y a une curiosité. Je rapproche ça avec la labellisation. On peut remonter au Covid, les masques. Les masques ne servent à rien. Il faut mettre des masques. Ah, bon. Les vaccins vont vous immuniser. Ensuite, les vaccins ne servent à rien. Bon. Et là, la labellisation, on n'a jamais dit ça. Mais après, on l'a dit. Et on va le redire. Mais on ne l'a jamais dit. Et le Haut Commissariat, on l'a dit aux ambassadeurs, puis à l'opinion. Nous, on respecte les journalistes si on les croit. Et puis non, c'est pas vrai, on l'a jamais dit, etc. En fait, vous savez à quoi je pense ? Enfin, je vais être un peu brutal, mais c'est les champions du monde du coitus interruptus. C'est pas comme ça qu'on fait des enfants. Bon. Alors, je réponds à votre question.
Il y a Elliot qui se dit, oh là là, l'Arcom. Non, c'est bon, je viens de leur envoyer un texto. Oui. Ne vous inquiétez pas, j'étais en train de leur envoyer un petit message. C'est en latin avant qu'il comprenne. Voilà. C'est bon, Alors, c'est bon. Je réponds à votre question. D'abord, il y a un mot nouveau qui est entré là dans la vie politique, qui va sans doute entrer dans le dictionnaire à l'Académie, qui est utilisé à tout bout de champ, et ça choque personne, c'est le mot racisé. Il y a 10 ans, il n'y avait pas le mot racisé. Racisé, alors, racisé, c'est quelqu'un qui, sur le plan chromatique, présente certaines caractéristiques avec quand même une limite, c'est qu'il ne peut pas être blanc. Et alors, les racisés sont persécutés, et naturellement, les blancs sont soupçonnés. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans la même semaine, on a le Haut Commissariat et on a des déclarations fracassantes de M. Delogu qui dit qu'il faudrait un racisé maire de Saint-Denis. Donc, je n'invente pas. Un racisé maire de Saint-Denis. Ah bon. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais enfin, on a compris quand même. Ensuite, il y a un certain Bilongo, bien connu de nos services, puisqu'on en a parlé ensemble. Un certain Bilongo qui dit, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, les racisés sont plus intelligents que les gens du Nord. Les gens du Nord, c'est nous. Vous comprenez ce que je veux dire. Et enfin, le pompon, c'est à l'occasion de la fête de l'humanité, Madame Obono qui dit « il y a trop de racisés à la fête de l'humanité ». Elle dit ça, alors du coup, Mélenchon se reprend, il dit « ah mais moi je suis un Français du Maghreb ». Ah, bah, tout va bien. Et il y a trop peu de racisés, c'est ça qu'elle avait dit, Madame Obono. Oui, attendez, oui, il y a trop peu. Il n'y a pas assez de racisés. Mais pardon, mais c'est un lapsus révélateur. Oui. Oui, on en voudrait tous beaucoup plus. Voilà. Et voilà. Alors là-dessus arrive le Haut Commissariat. Alors le Haut Commissariat, en fait, c'est une mosaïque, à terme. C'est l'idée de faire de la France une mosaïque à partir des appartenances raciales. C'est exactement aux antipodes de la définition de la France par Jacques Bainville, le grand historien, et tant d'autres. La France, disait-il, c'est plus qu'une race, c'est une nation. Et ça change tout. Et moi, j'ai vécu, chers amis, j'ai vécu les 3 étapes de l'idéologie diversitaire. La première étape de l'idéologie diversitaire, c'est 1984. J'en ai parlé personnellement plusieurs fois avec François Mitterrand. Il m'a expliqué ce qu'il voulait faire. À partir de sa phrase, les étrangers sont chez eux en France. Ils sont chez eux, chez nous, a-t-il ajouté. Bon, c'était clair. En fait, c'était un appel à l'immigration. Et là, il fait fabriquer par ses amis une main jaune, qui est en fait la contraction de l'étoile jaune et de la Fatma. C'est bien joué. Et il fait épingler à la boutonnière de toutes les étoiles médiatiques, Montand, Signoret, Marek Alter, etc., Bernard-Henri Lévy, etc., enfin tout ce qui compte, la petite main jaune. Sous-entendu, ceux qui contestent la petite main jaune sont des racistes. Et en fait, c'est la captation de la Shoah par les lobbies immigrés sous l'égide de la gauche mitterrandienne. Joli coup. Et pourquoi ils font ça, en fait? Mitterrand me l'a expliqué. Parce qu'à un moment donné, en 1983, avec ses amis démocrates chrétiens, Delors et consorts, ils ont décidé de faire payer la dette nationale par les marchés internationaux. Et en fait, c'est le début de la mondialisation. C'est Mitterrand qui a commencé. 1983-1984. Et à partir de cet instant, c'en est fini de notre industrie. Qui petit à petit, ça plus le franc qui ça rime aux marques, qui fait le bonheur du marque. Et donc, ils voient que l'industrie fond, qu'il y aura de moins en moins d'ouvriers, et que donc, il y aura de moins en moins de socialistes, pense-t-il, parce qu'ils pensent que les ouvriers vont rester socialistes, les pauvres du côté des pauvres, pense-t-il, dit-il. Et donc, il faut remplacer cet électorat. C'est avant Terra Nova, c'est bien avant le think tank Terra Nova, qui va systématiser ce propos, ce projet, et donc la petite main jaune. Bon.
l'idéologie diversitaire. À l'époque, c'est venez comme vous êtes, et surtout le culte de la différence. C'est comme ça qu'on fonde le communautarisme d'État. Deuxième étape, moins connue mais décisive, c'est le rapport Thuot, remis au Premier ministre Jean-Marc Ayrault en 2013, intitulé « Pour une société inclusive ». Alors, notez bien ce qui s'est passé. Avant Mitterrand, du temps de Mitterrand, on parle encore de l'assimilation dans le Code civil. Avec Mitterrand, on passe de l'assimilation à l'intégration. Il n'utilise plus que ce mot. C'est-à-dire, en fait, on assimile des individus, on intègre des groupes. Et là, avec le rapport Thuot, 2013, on passe de l'intégration à l'inclusion. On inclut des communautés. Et c'est au peuple originel à s'adapter, dit-il, à changer ses mœurs, à changer son art de vivre. Et on voit bien en ce moment ce qui se passe avec le halal, avec le QFC. Il y a un article brillantissime. Pardon, KFC. Hein KFC. KFC, oui, pardon. Oui, mais moi, je vais pas dans ces trucs-là. Ouais. Vous ratez quelque chose. Oui. Mais vous avez donc 24 restaurants qui passent au halal à 100%. Et ils expliquent la diversité, comme par hasard. Ce mot-là, toujours, l'idéologie diversitaire. Il y a eu un papier remarquable là-dessus de Florence Bergeau-Blacker dans le Figaro. Et alors, la troisième étape, on l'a vécu, c'est le Front républicain, c'est quoi? En fait, c'est l'alliance de la Post-France et de l'Anti-France. Et là, avec le Haut Commissariat à la diversité, Emmanuel Macron opère la jonction entre les deux. C'est-à-dire le business model, la plateforme mobile ubérisée, mondialisée, bigarrée, un agrégat, un agglomérat d'agents économiques substituables, interchangeables, parce que c'est ça la Macronie, c'est qui rappelle le mot de Metternich, un agrégat inconstitué de peuples désunis. Il disait à propos de l'Autriche-Hongrie. Mais on peut appliquer ça à la France de la Macronie. Et puis alors l'anti-France, c'est-à-dire on change de France, la nouvelle France, on appelle une nouvelle population, et on dit le grand remplacement, c'est pas Zemmour, non, c'est nous. Il le revendique. Voilà. Et donc, en réalité, il y a la France que Macron veut mondialiser et la France que Mélenchon veut remplacer. Pour conclure, je vous dirais ceci. Qu'est-ce que le Haut Commissariat à la diversité? C'est un ministère, en fait, qui ne dit pas son nom. En fait, c'est le ministère des racisés, qu'appellera peut-être un jour le ministère d'en face, le ministère des Blancs, non? Et ça me conduit à vous confier deux réflexions de deux jeunes gens. L'un qui me disait, c'est un jeune pêcheur de Noirmoutier. Il me disait, quand le pays deviendra un pays de Bernard l'Ermite, ce qui sera bientôt le cas, il ne faudra pas s'étonner de voir une nouvelle population dans les coquilles vides. Et un autre, qui avec humour me dit, ceux qui ne comprennent pas la diversité, il faut leur expliquer. Si on fait venir en France des millions de Chinois, il ne faudra pas s'étonner que les gens se mettent à manger avec des baguettes. Et c'est un projet, on l'a entendu avec Jean-Noël Barrot, qui visiblement a été démenti, mais on a connu des démentis sur quelques projets présidentiels plus violents que ça. Vous en avez d'ailleurs été victime, oui. Rappelez-vous, dans cette vidéo publiée par l'Élysée sur les labels et le journalisme. Mais l'opinion est un label de confiance, oui. Naturellement. En fait, c'est comme en matière délictuelle. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est l'intention. Philippe de Villiers, tiens, parlons d'un procès, puisque vous voulez parler de justice. Le procès de Marine Le Pen, depuis mardi. Marine Le Pen comparaît devant la Cour d'appel de Paris. En première instance, Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics. C'était le 31 mars 2025, par le tribunal correctionnel, à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution
provisoire. Lors du procès de première instance, vous aviez jugé sévèrement la qualification délictuelle retenue par la justice. Pourquoi, Philippe de Villiers ? Parce que la qualification délictuelle du tribunal de première instance ne correspondait pas aux reproches qui étaient adressés aux parties mis en cause. Je m'explique. La qualification, c'était détournement de fonds publics. Or, à aucun moment, dans l'accusation, il n'était question de détournement de fonds publics. À aucun moment, il n'était question d'un seul élu qui aurait mis de l'argent dans sa poche. Non. À aucun moment, il n'était question d'un enrichissement personnel. À aucun moment, il n'était même question d'un emploi fictif. C'est-à-dire un salaire indu pour un travail non effectué. C'est ça l'emploi fictif. Non, il était question simplement de la nature du travail effectué par les assistants parlementaires. Et là, moi je pose une question simple, avec mon expérience de député français au Parlement européen. C'est un sujet que je connais bien, pour avoir expérimenté. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que les assistants parlementaires, et c'est une question ancienne, est-ce que les assistants parlementaires sont les employés du Parlement ou est-ce qu'ils sont les employés, les collaborateurs du député ? Pour répondre à cette question, il faut toujours se replacer dans le contexte suivant. Un député, il défend une ligne, il défend une doctrine, surtout au niveau européen. Et s'il est souverainiste, il ne peut pas être à moitié souverainiste à Paris, à moitié souverainiste à Bruxelles. Il défend une ligne politique et parlementaire. En d'autres termes, vouloir mettre une cloison étanche entre la fonction politique et la fonction parlementaire, ça ne tient pas la route. Il faut vraiment être totalement ignorant de ce qu'est la vie parlementaire et la vie parlementaire européenne pour vouloir dessiner une telle cloison. Mais je vais plus loin. Moi, je pense qu'un député européen, d'abord, premièrement, ça n'existe pas. De mon temps, ce n'était pas député européen, c'est député français au Parlement européen. Je ne sais pas maintenant comment ils appellent ça, mais c'est député français au Parlement européen. Et on y faisait très attention. Le député français au Parlement européen, quand il est dans l'opposition, c'est pas lui qui fait les résolutions. Donc, il proteste, il critique, il défend une position politique qui est celle, par exemple, du souverainisme. Et donc, les assistants parlementaires qui travaillent avec lui, ou les autres, ils font bloc. Et en fait, il y a un magistrat qui m'a dit récemment, ils ont inventé en première instance 2 délits. L'enrichissement partisan et l'hostilité à l'Europe. C'est ce qui leur a permis, en fait, de condamner en première instance Marine Le Pen. Geoffroy. Alors justement, Philippe, quel est selon vous l'enjeu de l'arrêt de la Cour d'appel dans le procès qui a commencé cette semaine ? C'est un enjeu très important. Je dirais que ce procès recèle la question vitale de la souveraineté. Le professeur Karim Malberg, qui a défini la souveraineté, qui a défini le droit constitutionnel et administratif public français, une sommité, a laissé en héritage une définition du pouvoir. Il dit le pouvoir souverain, c'est un pouvoir qui ne relève d'aucun autre et qui n'en admet aucun autre au concours avec lui. Or, le pouvoir souverain donne son fondement à l'État et il donne son expression au peuple et en même temps son pouvoir suprême. Il se trouve que, depuis quelque temps, le souverain change de titulaire.
la souveraineté n'appartient plus au peuple, elle appartient aux juges. C'est-à-dire que le souverain ne choisit plus son souverain. On l'a vu avec l'affaire Fillon, on le revoit avec l'affaire Marine Le Pen. Il ne choisit plus son souverain, c'est les juges qui choisissent le souverain, ou qui écartent le souverain souhaité par le peuple, ou la majorité du peuple, éventuellement. En d'autres termes, le 31 mars 2024, le tribunal correctionnel de Paris a pris le contrôle de la vie politique française. Et on a vu là un basculement avec un nouveau régime, qui est un régime d'exception, qui ouvre sur un messianisme judiciaire, si vous me passez l'expression. C'est quoi le messianisme judiciaire? C'est quand les juges changent de fonction, de magistère. Ils ne sont plus une autorité, ils sont un pouvoir. C'est-à-dire que la tribunicia potestas des Romains, la puissance tribunicienne, quitte la politique pour aller au prétoire. Qu'est-ce qui s'est passé le 31 décembre 2024? Le tribunal, en toute bonne foi, a considéré que son rôle, c'était d'interpréter la défense du peuple contre les puissants. Donc, pas les mêmes règles, plus la présomption d'innocence, plus l'ordre des deux juridictions, plus l'appel suspensif, l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'exécution immédiate, c'est-à-dire en fait pour un politique l'exécution capitale. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de vivre l'affaissement du pouvoir politique face à la République des juges. J'explique en 2 mots. L'affaissement du pouvoir législatif, puisque c'est le juge, on l'a vu dans la première question que vous m'avez posée, c'est le juge qui définit le travail parlementaire. Et ensuite, c'est le législateur qui s'immole lui-même et qui envoie un message au juge, puisque c'est le législateur qui, en 2016-2017, a proposé qu'un homme politique coupable devienne inéligible, avec exécution provisoire. En d'autres termes, comme l'a dit Jean-Éric Chotel dans Le Figaro, dans un article brillantissime, le bras armé des juges contre le politique est armé par le politique. Et ensuite, je dis le double affaissement du pouvoir législatif, mais aussi du pouvoir exécutif, puisque ça tombe sous le sens, c'est maintenant la République des juges qui choisit les pré-candidatures. Ce sont les juges qui choisissent celui qui est digne ou non de représenter le peuple. Là, on n'est plus dans la délégation du peuple, on est dans la substitution au peuple. Combien de temps le peuple va-t-il accepter ça? Alors, c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce qu'en fait, les 3 juges qui vont prendre la décision ont plusieurs possibilités. Soit maintenir l'éligibilité à 5 ans, auquel cas Marine Le Pen ne peut pas se présenter, soit la supprimer, auquel cas elle peut se présenter, soit la mettre à 2 ans, auquel cas elle peut se présenter. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que, pour répéter ce qu'a dit M. Chotel dans Le Figaro, est-ce que vous vous rendez compte que le sort de l'élection présidentielle va se jouer dans une salle de délibéré avec 3 magistrats qui, en leur âme et conscience, vont décider du sort de la France? Philippe de Villiers, vous souhaitiez revenir parce que vous aviez alerté sur, vous savez, le projet de loi sur la fin de vie. Et vous aviez interpellé la semaine dernière les évêques de France. Et il s'avère que les évêques de France ont défendu les soins palliatifs dans une tribune parue jeudi. Et alors que le débat parlementaire sur la fin de vie a repris depuis mercredi en commission au Sénat.
Que disent les évêques ? Les soins palliatifs sont l'unique bonne réponse aux situations éprouvantes de la fin de vie. Évoquer une loi de fraternité quand il s'agit de faire mourir, de donner la possibilité de s'administrer une substance létale ou d'inciter un soignant à le faire contre sa conscience est un mensonge, Philippe de Villiers. Alors, c'est curieux d'ailleurs, le journal La Croix a publié une tribune de la conférence des évêques de France. Une tribune, c'est un point de vue. J'imagine qu'il y aura une tribune contraire qui va venir demain. Une tribune des évêques de France, la conférence des évêques de France, ils acceptent ça. Bon, voilà pour la forme. Mais sur le fond, cette tribune est excellente. Parce que vous avez lu une partie sur les soins palliatifs, mais sur la question de l'euthanasie, le communiqué est très clair, très fort. Et je voudrais dire à cet égard que j'ai été bouleversé cette semaine par les lettres que j'ai reçues à la suite de mon intervention de vendredi, et notamment des lettres que j'ai mises de côté, auxquelles ont sans doute pensé les évêques de France en écrivant ce communiqué. Les petites sœurs des pauvres, les congrégations hospitalières catholiques, qui sont en plus grand nombre que je ne le pensais, les sœurs Xavier de Jeanne Garnier, les sœurs Augustine de Malétroit, etc. Et qui m'ont écrit en disant « c'est épouvantable ce qui nous arrive, parce qu'avec le délit d'entrave, on sera condamné à 30 000 € et à 2 ans de prison. Et donc, on va devoir quitter la France. Monsieur de Villiers, on va devoir quitter la France. Est-ce que vous vous rendez compte que aujourd'hui, la seule loi qui va passer, la seule loi dont pourra se vanter Macron pour son 2e quinquennat et le cornu dans son charabia, c'est une loi sur la vie qu'on retire après avoir retiré une loi sur la vie qui se retire. La France est en retraite. La France se retire. Elle se retire de la vie. Le progressisme mortifère nous accable. Un pays ne peut pas survivre si le principe de la vie n'est pas considéré comme intouchable. C'est vrai depuis Antigone, qui réclamait le droit d'enterrer son frère. C'est vrai depuis Hippocrate. C'est vrai depuis 25 siècles. Le fondement de la civilisation, c'est la vie. Et ce soir, je suis heureux d'avoir pu lire ce matin. C'est la première fois que La Croix me donne un vrai bonheur, le journal La Croix. Oui, parce qu'on devait parler d'une autre tribune du journal La Croix sur le déclin, la démographie et la vision de cette baisse de la natalité historique en France. Mais on n'a pas eu le temps d'en parler. Peut-être que nous en parlerons la semaine prochaine. Pourquoi pas ? Mais Philippe de Villiers, parlons de la vie. Justement, il y a un journal qui est plein de vie et de vitalité. Et pourtant, il a 200 ans. Je parle du Figaro, les 14, 15 et 16 janvier. Le Figaro a donc invité tous ses lecteurs et puis beaucoup de monde pour une exposition immersive et conférences et émissions spéciales. Philippe de Villiers, le Figaro a 200 ans. Quand je vous dis le Figaro, vous me répondez quoi, Philippe ? La pensée critique et mon café au lait le matin. Le café au lait le matin ? Parce que j'écoute, c'est une coïncidence, les éditorialistes d'Europe 1 oui. Et Vincent Trémollet, Alexis Brézé qui se relaie, après Vincent Herouette, et un peu plus tard Eugénie Bastier. Et en fait, c'est des moments de gourmandise de l'esprit. Et par moments, je trouve que mon café n'a pas de goût, alors qu'il faut que j'arrête de boire pour les écouter. Je bois leurs paroles. Et bien justement, il y en a... Et alors, attendez. Oui. Alors, en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont renouvelé la pensée française, la pensée critique. Et ils ont levé une génération que vous connaissez, avec qui nous travaillons, qui sont des gens merveilleux, dont un garçon qui s'appelle Alexandre Devecchio,
Ah oui, vous voulez m'en parler, hein? Bah oui, mais allez-y, au Oui. contraire. Alors, puisque Alexandre de Vecchio, c'est quelqu'un que je connais bien depuis longtemps, qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup. Humainement, c'est un garçon merveilleux, admirable, très intelligent, polyvalent, grande culture. Et là, il vient de commettre un livre que je viens de dévorer, parce que ce livre est original. Il est original dans le point de vue qui est le sien, point de vue de sa plume, et il est original par ce qu'il raconte de son récit personnel. Alors, en fait, Alexandre de Vecchio, c'est qui? C'est un fils d'immigrés italiens, voilà pour le père, et un fils d'immigrés portugaises, voilà pour la mère. Il vit son enfance à Épinay-sur-Seine dans l'ambiance du Black Blanc Beurre. Et il nous raconte tout ça côté pavillon et pas côté cité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est merveilleusement écrit, et c'est merveilleusement décrit. Et il nous explique en fait le moment de bascule qu'il a vécu entre ce que j'ai moi-même appelé dans Populicide le peuple neuf et le peuple hagard. Et surtout, il parle du petit blanc. En fait, dont plus personne ne parle, dont personne ne veut parler. Le petit blanc, il passe par pertes et profits. Et lui, c'est un petit blanc qui a réussi. Et il explique pourquoi il a réussi. Et c'est une leçon pour tous les Français de désir qui voudraient ressembler aux Français de souche, à la condition que les Français de souche leur donnent envie d'une quelconque ressemblance. Il dit, moi je suis un petit blanc qui a réussi parce que j'ai connu l'assimilation. Assimiler quelqu'un, c'est vouloir faire de l'autre un autre soi. Et donc, il a eu cette chance d'être assimilé, un des derniers assimilés, parce qu'aujourd'hui, on n'assimile plus. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut lire ce livre, il est admirable, et il est admirable intellectuellement, spirituellement et moralement, parce qu'en fait, c'est un livre qui ouvre sur un avenir positif. C'est un livre d'espérance. Alexandre de Vecchio, c'est vraiment quelqu'un qui a une plume originale. À chaque fois que je vois une chronique dans le Figaro, Alexandre de Vecchio, je me dis, ah, ça je vais lire, je mets de côté. Philippe de Villiers, il ne nous reste que quelques instants, donc on avait tellement de choses à se dire encore. J'aurais aimé vous entendre sur l'écriture inclusive. Vous savez que désormais, le Conseil d'État valide l'écriture inclusive. On n'a pas le temps, on va se le garder pour... Dommage, mais parce que le Conseil d'État a été corrigé par l'Académie française. Il reste encore des académies qui ont un peu de courage pour corriger. Et je crois que vous avez vu Jean-Marie Rouard récemment. Exactement, c'était le week-end dernier. Un bienfaiteur de la langue française. Et Jean-Marie Rouard, on se le garde pour la semaine prochaine. Aucun problème. Le temps pour moi aussi de vous féliciter, cher Philippe, puisque j'ai cru comprendre que Populicide était en train d'exploser les scores et continuer de gravir encore un peu plus les sommets. Vous tutoyez les 185 000 ventes, c'est ça? 185 000 lecteurs, donc c'est une grande chose. Vous savez la phrase de Talleyrand? Non, mais souvent, je dis non, après vous me répondez. Il faut recevoir les compliments comme un acompte avec humilité, un léger mouvement de recul, mais il ne se refuse jamais. Eh bien, écoutez, un grand merci, Philippe de Villiers. Restons encore ensemble quelques instants. C'est vrai qu'on a commencé cette émission en parlant de Sébastien Lecornu, de ses promesses, de ses annonces. Nous allons y revenir dans quelques instants dans l'heure des pros. Marine Le Pen doit prendre la parole d'un instant à l'autre aussi depuis Marseille pour soutenir Franck Alizio, qui est candidat RN à Marseille. Ville symbolique, Marseille, cher Philippe, puisque pour les municipales, mais aussi pour la présidentielle. Je peux vous dire un mot là-dessus? Bien sûr, allez-y Philippe, il serait bienvenu. En 1986, j'étais jeune secrétaire d'État à la culture et Jean-Claude Gaudin m'invite à Marseille. Et je me souviens qu'il y avait le préfet, il y avait le préfet de police, il y avait beaucoup d'autorités. On mangeait une bouillabaisse sur le port, sur le vieux port. Et là, en fait, ils me disent tous, dites-leur à Paris que dans 30 ans, Marseille ne sera plus une ville française. Je dis, ah bon, pourquoi? À cause de l'immigration.
quartier nord, etc. Il m'explique tout ce qui va se passer. Et en fait, il ne s'est rien passé. Personne n'a rien fait. Et aujourd'hui, Marseille devient une ville du narcotrafic. Et il est heureux qu'il y ait des gens courageux comme Franck Alizio, Stéphane Ravier, que je connais bien, qui est un ami, type remarquable, sénateur. Voilà. Et il est grand temps que Marseille retrouve la France et que la France retrouve Marseille. Philippe de Villiers, il est 20h et dans quelques instants, nous allons pouvoir faire le point sur l'information, un point complet sur l'information avec notre journaliste qui nous retrouve d'un instant à l'autre. C'était un plaisir d'être avec vous, cher Philippe, comme chaque vendredi soir. Merci à vous et également Geoffroy Lejeune. 20h sur CNews, l'information, c'est avec Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.